bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur infogré.fr. Je m'appelle Michel Tacola, vous me connaissez peut-être sous le nom de Lazy French Bastard. Je suis aujourd'hui avec Christian Bazano qui nous fait le plaisir et l'honneur de sa visite. Alors Christian, bonjour. Bonjour. Alors ton histoire est à la fois longue, intéressante et elle plonge profondément dans les racines un peu occultes du système et ce qui nous intéresse vraiment, le nouvel ordre mondial. Donc ça fait 20 ans que tu fais chier un peu tous ces gens-là. Est-ce que tu peux nous présenter un peu brièvement ton histoire? Qui est Christian Bazano? Oui, bah écoute, déjà merci de me recevoir. Donc le mot chier, non, c'est pas tout à fait le terme approprié, mais je me bats pour dénoncer un système. Et en fait, il s'avère que l'histoire, donc mon histoire, elle est née le jour où Bush père a déclaré le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le 11 septembre 1990. Bon, il s'avère que je suis donc expert comptable de formation, donc je suis né en 1957 et j'ai travaillé 9 ans à Monaco. J'ai travaillé chez M. André Palmero qui était l'administrateur des biens du prince de Monaco, donc j'ai pu avoir accès à certains documents et j'ai une formation donc hors pair. Son fils est arrivé, donc je me suis installé, j'ai monté mon cabinet donc en 1988. Donc j'ai pas mal, je dirais, travaillé. En 1990, la guerre du Golfe, 91, début 91, la tempête du désert. Et le 31 janvier, donc j'aide une personne qui s'appelle M. Gérard Villatte, donc qui était architecte d'intérieur, qui avait passé 20 ans au Koweït, et qui donc revenait en France sans rien. Donc je l'ai immatriculé à la Chambre des métiers, on lui a trouvé un logement, et il a commencé à travailler avec un de mes clients. Bon, il s'avère que l'opération Tempête du désert ayant démarré le 17 janvier, la fin de la guerre du Golfe le 28 février 91, et là on parlait de 5 ans pour éteindre tous les puits de pétrole en feu au Koweït. Donc il faut se rappeler le contexte de l'époque où on prédisait l'apocalypse. Absolument, tout à fait. Des puits de pétrole en feu, des nuages noirs sur le Koweït. Et pas que sur le Koweït, on prédisait même que sur la Côte d'Azur, il fallait peut-être acheter des masques. Voilà, donc c'est toujours la propagande habituelle des médias de... Absolument. Tout est catastrophique, tout est inéluctable. Voilà. Donc tu te retrouvais là-dedans et qu'est-ce que tu as constaté déjà quand tu t'es retrouvé là-bas? Alors moi en fait, avant d'aller là-bas, donc moi la guerre du Golfe, bon, j'avais monté mon cabinet, un expert comptable, les mois de janvier, février, mars et avril sont des mois horribles parce qu'on a la tête dans le guidon, donc les problèmes de la télé, ça me dépassait un petit peu, mais bon, je les suivais quand même un petit peu. Et donc en avril 91, donc il y a le pétrolier Haven qui s'est effondré en baie de Gênes, et là on voit à la télévision, sur le 20h de toutes les chaînes, le doyen Turcot de la faculté des sciences de Nice, là, le laboratoire de pétrochimie, et M. Étienne Tillet qui présente des boulettes. Ils ont mis au point un système de boulettes qui absorbe les hydrocarbures, c'est-à-dire 1 kilo de boulettes absorbe 1 litre de fuel par capillarité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces boulettes sont obtenues par un résidu de l'acide phosphorique qui s'appelle le phosphogypse. Donc, effectivement, il recherchait un industriel. Donc ça, c'était au mois d'avril 91. Bon, donc, et à l'époque, il faut se souvenir qu'on parlait de la marée noire du siècle au Koweït. En fait, il faut quand même savoir que les images qui ont été montrées à la télévision étaient les images de la catastrophe de la Bococadis. D'accord, donc il y a eu déjà un mensonge. Déjà, c'est un mensonge. Sur la présentation. Tout à fait. Concernant les puits de pétrole en feu, Red Adair, le spécialiste mondial, prévoyait 5 ans pour tous les éteindre. Donc effectivement, avec les vents rentrants et tout, même sur la Côte d'Azur, on était peut-être prêt à acheter des masques. Donc c'était la panique à l'époque. Ah, c'était plus. Il y a vraiment un sentiment d'urgence. Il y avait vraiment un sentiment d'urgence, marée noire et puits de pétrole en feu. Donc, sachant cela, vous vous êtes dit, nous on a une solution. Alors moi, sachant cela, bon, je vois ça, et il s'avère que le 13 mai 91, donc j'ai M. Abdos Lacotte, qui était le directeur du Crédit Suisse de Monaco. Donc ayant travaillé 9 ans à Monaco, j'avais gardé quand même des contacts avec certaines personnes de Monaco, et toutes les sociétés en France, bon, il me les envoyait, parce qu'à Monaco, il faut être expert comptable, inscrit à Monaco. Et donc il me dit, M. Bazano, j'ai un client qui a un petit problème juridique, je comprends, je venais me voir. Et donc ce monsieur qui avait un problème juridique, c'était M. Étienne Tillet. Donc effectivement, il avait constitué une société avec des investisseurs suisses, mais il avait déjà vidé le capital avant même qu'elle soit immatriculée, donc il y avait un petit souci juridique. Bon, j'avais dit que la meilleure façon, c'était de rembourser les associés, et puis sur cette entreprise, on était allé dîner.
Et quelques jours après, je rencontre le doyen Turcot à la faculté des sciences de Nice et il me montre son projet, il me fait une démonstration, je dirais, in situ, où on voit effectivement avec une boulette 1 litre de fuel par capillarité. Effectivement, c'est quand même intéressant. Et donc là, je me mets, moi je suis expert comptable, je ne suis pas technicien. On t'active tes contacts pour... Ni ingénieur. Alors mes contacts sont simples, je me dis on peut monter un dossier d'aide européen, hein, parce qu'en fait on utilise un produit, un déchet industriel, c'est le phosphogypse, donc, où la Commission européenne avait interdit de les jeter dans les océans, et on en fait un produit noble qui sert à dépolluer, et on en fait un combustible, parce que les boulettes saturées de fuel, ça fait du charbon. Donc c'était vraiment, la boucle était bouclée, et c'était un financement à 100%. Donc c'était facile, enfin facile, on pouvait monter vraiment un dossier économique. Et je m'attache à faire ce dossier. Je crée une société parallèle avec la faculté des sciences de Nice, parce que la faculté, de par son statut, ne peut pas faire de contrat commercial, ce qui est normal. Donc on fait une société qui s'appelle DIR, Déchets Industriels Réutilisables. Et la tête dans le guidon, nous voilà partis pour essayer de trouver une solution à la pollution, notamment du Koweït, concernant la marée noire. Et le 22 mai 1991, je reçois un fax à mon bureau d'un dénommé Joseph Ferraillé qui me dit: Monsieur Bazano, j'ai un système pour éteindre, fermer et réutiliser les puits de pétrole en feu sans utilisation de la dynamite. Donc j'en parle à M. Thier qui lui est ingénieur de formation et on reçoit donc M. Ferraillé 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 24 mai 1991. Et là, M. Ferraillé vient à mon bureau et me présente les 3 brevets qu'il avait déposés à l'INPI sous tel numéro, donc en avril et le dernier, le 2 mai 1991. Il n'avait pas de pilote, évidemment, parce que tous les inventeurs ont des idées, mais souvent pas de moyens. Et il me demandait d'entrer en contact donc, avec le Koweït. Moi, j'avais un tout petit cabinet, j'avais repris un cabinet d'un comptable agréé, j'avais des petits artisans comme clients. C'était pas du tout... Bon, il était un petit peu déçu. Et puis, quand même, le soir, je me disais, il y a quand même... Il y a beaucoup à jouer. C'est pas un bon coup, non. Oui, non, mais dans le sens aussi... C'est pas un bon coup, c'est-à-dire qu'il y a un problème écologique à régler, de marée noire du siècle et de puits de pétrole en feu, et j'ai 2 inventeurs qui ont des solutions. Je dis quand même... Alors j'ai pensé au prince de Monaco. Pourquoi? Parce que je m'étais dit que le prince peut appeler son homologue, c'est-à-dire l'émir du Koweït, pour lui dire, voilà, on a des solutions. Et donc là, je prends rendez-vous avec M. Palmero, qui est administrateur des biens du prince, et... je lui présente, pour Thier et le doyen Turcot, c'était facile parce qu'on avait des boulettes, c'était passé à la télévision, donc il y avait une invention, mais il y avait déjà un produit de fabriqué. Pour M. Ferraillé, c'était un petit peu plus difficile parce que je n'avais que des brevets et que la logique. Alors il est vrai que pour éteindre une bougie, vous avez 2 solutions, soit le souffle, vous la soufflez, donc le souffle c'était la méthode de Red Adair, le spécialiste mondial de l'extinction des puits, c'est-à-dire la dynamite, mais au Koweït, c'était pas vraiment la méthode adaptée, soit c'est l'étouffement. Donc l'idée de Ferraillé, c'était une grande cheminée avec de l'azote liquide. Donc on prive le feu d'oxygène, plus d'oxygène, plus de feu. Donc vous avez amené la méthode, le pilote, le savoir-faire. Avant d'amener, je dirais, donc M. Ferraillé me dit qu'il faut rentrer en contact avec le Koweït. Je pensais donc au prince de Monaco. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et un soir en rentrant, je me dis quand même, j'ai 2 inventeurs et tout ça. Et je pense à la personne que j'ai aidée en janvier 1991, M. Gérard Villatte, qui était archer de l'intérieur. Je l'appelle et je lui dis: Monsieur Villatte, est-ce que vous connaissez quelqu'un quelqu'un au Koweït? Il me dit: oui, je connais très bien la princesse Issa Malsaguer. Et son mari, directeur de la Koweït Bank. Donc il appelle la princesse qui était à Londres, et le lendemain, son mari m'appelle. Et voilà le contact que j'ai eu donc, avec le Koweït, sans passer par aucun appui, ni politique, ni quoi que ce soit, vraiment, voilà, pour proposer un système de dépollution, en fait. Je n'étais pas guidé, je dirais, par l'argent. À aucun moment. Donc tu n'as eu aucun appui ni de l'ambassade, ni de quelques services de l'État que ce soit? Absolument aucun. On a eu ce contact. Donc ensuite, il y a eu donc le cousin de M. Issa Malsaguer, qui était le général Mohamed Al-Bader, qui est venu au mois de juin. On l'a présenté. Et donc on a obtenu les visas pour se rendre au Koweït, pour présenter donc, les systèmes de M. Ferraillé. Le seul bug du départ, c'est que M. Ferraillé, l'inventeur des systèmes, n'a pas eu le visa. Alors, mystère, parce qu'il était de nationalité libanaise avec ce qui s'était passé, donc il n'avait pas eu visa, mais nous sommes donc partis au Koweït. Avant de partir, j'avais envoyé quand même un devis. Donc le devis a été établi d'une manière simpliste, je dirais basique. On parlait de 750 puits à l'époque en feu, dans la presse. Donc la production annuelle du Koweït était de 45 milliards de dollars, donc 5 ans pour les éteindre, d'après le prophète Al-Bader. Donc 5 fois 45, 220. Donc je propose 220 milliards. Donc je me dis que 10% était une commission, je dirais, normale
raisonnable en valeur relative. Donc 10% de 220, ça fait 22 milliards. 22 milliards de dollars. Donc voilà, donc comme il y avait 700 puits en feu, divisé par 700, ça faisait 30 millions de dollars par puits. Mais comme nous n'avions pas de pilote à l'époque, l'idée c'était de faire donc le premier puits. Nous apportions 50% en savoir-faire et les Koweïtiens apportaient 50%, c'est-à-dire 17 millions et demi de dollars pour fabriquer le pilote. Voilà un petit peu l'idée, voilà le devis qui est parti, et donc on a eu les visas, sauf M. Ferraillé. Donc jusque-là, tout allait bien, sauf le M. Ferraillé qui n'a pas les visas. Et donc nous recevons les visas, et moi j'étais pour un voyage de 3 jours au Koweït. Donc en fait de 3 jours on est resté 15 jours, et donc en fait j'apprends quelques années plus tard, si vous voulez, que c'était un jour on les tue, un jour on les tue pas, un jour on les tue, un jour on les tue pas. Ça veut dire que tu as su plus tard qu'il y avait des contrats en quelque sorte sur vos têtes. Absolument, et que si on doit notre vie aujourd'hui, je tiens à remercier M. Claude Martin-Vascou, j'espère qu'il est toujours en vie, qui était l'attaché commercial de l'ambassade de France, qui a déclaré, ça c'est dans le rapport de service secret italien, je ne l'ai pas, mais on pourra les faire citer éventuellement, il a déclaré on ne va pas tuer des personnes dont on va utiliser le nom ultérieurement dans un contrat, et de toute façon ils ne le sauront jamais. Voilà ce qui aurait été déclaré. Donc en fait, vous étiez un peu, dès le début, vous étiez destiné à être un peu Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, absolument. C'est-à-dire en fait, moi, dès le départ, sans le savoir, je leur avais mis sur un plateau un détournement de 22 milliards de dollars. D'accord. Et Ferraillé n'a pas eu le visa parce qu'en fait, nous, on aurait eu à la télévision 3 Français sautent sur une mine, et puis ça aurait été tout à fait normal. Oui, dans une période de guerre, c'est normal. Des gens un peu. Et la plupart donc, des téléspectateurs ont dit mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire ces 3 corneaux au Koweït? Voilà, et puis voilà, c'était terminé. Mais ça s'est pas passé. Mais là, ça s'est pas passé comme ça, alors contre lui, c'est. Donc ça s'est pas passé comme ça. Nous sommes rentrés du Koweït, un peu fatigués, parce qu'effectivement, nous, on s'est présenté en ayant l'exclusivité des brevets ferraillés. Le ministre du Pétrole qui nous a reçus connaissait les systèmes, donc là, j'ai eu un petit peu peur, mais bon, nous avons quand même présenté au comité du pétrole le système ferraillé. L'ambassadeur de France, M. Jean Bressot, nous a jetés comme des malpropres, ce qui est quand même scandaleux pour des citoyens français. Ils n'étaient pas vraiment leur. Non, parce que M. Jean Bressot soutenait les intérêts de la société Orwell, qui était filiale de Forasol, elle-même filiale de l'Institut français de pétrole. Or, il faut savoir que la société Orwell était quand même officiellement soutenue par le ministre de l'Industrie de l'époque, qui était un dénommé M. Dominique Strauss-Kahn. Donc la lettre date du 26 juillet 91, date à laquelle nous avons reçu nos visas pour le Koweït. Alors je vous lis, Monsieur le ministre, et il écrit à Monsieur Hamoud Abdallah Aragba, ministre du pétrole du Koweït. Donc ça c'est une lettre signée de Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Signée de Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Qui était ministre de l'Industrie. Qui était ministre délégué auprès du ministre d'État chargé de l'Industrie et du Commerce extérieur. Monsieur le ministre, j'ai été informé de l'intention de la Koweït Petroleum Company de conclure un contrat avec le consortium français conduit par Orwell en vue d'éteindre les puits en feu sur certains champs pétroliers de votre pays. Le gouvernement français est très sensible à cette intention. Il souhaite vous confirmer toute la confiance qu'il a dans les capacités de ce consortium à mener à bien une telle mission, en espérant que les négociations en cours pourront aboutir aussi vite que possible, et vous en remerciant par avance pour votre aide, je vous prie de croire, Monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs, Dominique Strauss-Kahn. Donc je vous montre donc je dirais la lettre, elle est sur Internet de toute façon. Donc de M. Dominique Strauss-Kahn. Or, il faut savoir que la société Orwell, quand on regarde un peu sur Internet, sur le registre du commerce, c'est une coquille quasiment vide. C'est une filiale effectivement de l'Institut français du pétrole, donc c'est l'État français. D'accord? Donc on comprend très bien la colère de M. Jean Bressot qui voit 3 pieds nickelés débarquer. Parce que nous, on est arrivé au Koweït sans l'appui effectivement, vous avez vu comment nous sommes entrés en contact avec le Koweït. Donc M. Dominique Strauss-Kahn, forcément. Donc ils se sont dit, voilà, 3 pieds nickelés qui arrivent comme ça avec une idée révolutionnaire qui va... Donc une idée révolutionnaire, mais qui était déjà en application au Koweït au moment où nous avons mis les pieds. Et ces mecs-là, ils n'ont pas pris toutes les précautions... Mais non, on est allé, si vous voulez, moi je suis allé avec mes tripes, c'est-à-dire il y avait un problème d'environnement. Donc ils se sont servis de... Ils se sont servis d'un devis de 22 milliards de dollars. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On a un devis, on va faire un vrai faux contrat, et on a des passeports. Et donc, c'est pour ça que quand nous étions au Koweït, on n'avait plus nos passeports. Mais nous, on pensait que c'était normal. Je veux dire, on était complètement démunis. Et en fait, à force de raconter mon histoire, parce que je la raconte avec les dates précises, j'ai
j'ai donc écrit un livre, si vous voulez, qui devait passer lors de l'émission de Julien Courbet le 12 mai 2000, si vous voulez. Et ce livre-là, donc, bon, il a été réédité parce qu'effectivement, il s'appelle Jeux de banque. Hein. Donc, Jeux de banque, ça c'est la réédition par les éditions. Du Koweït Gate à Clearstream. Voilà. Donc, ça c'est les là que c'est éditions. important parce que c'est bien de préciser aussi que ton affaire, ça touche vraiment au secret occulte de la République, à ce qu'il y a de plus profond de l'affaire Clearstream. C'est le secret occulte, je dirais, de la République et même de la haute finance. C'est-à-dire que sans Clearstream, l'opération du Koweït n'aurait pas pu être, je dirais, montée. D'accord ? Et quelle est la banque qui a monté cette opération? C'est la BNP Paribas. Or, on s'aperçoit que BNP Paribas est la banque qui a été choisie pour régler les fonds de l'opération pétrole contre nourriture. Donc aujourd'hui, c'est le peuple irakien qui paye les dignitaires koweïtiens dans le cadre de pétrole contre nourriture, dont 162 députés, je dis bien 162, c'est dans le rapport Volcker, c'est pas moi qui le dis, ont eu des rétrocommissions. D'accord? Et c'est le peuple irakien, c'est-à-dire des enfants qui aujourd'hui sont en train de crever parce qu'il y a de la corruption à tous les niveaux. Donc ça, c'est inadmissible. Et BNP Paribas était la banque choisie. BNP Paribas était la seule banque qui a ouvert un compte, une agence au Koweït. Et forcément, parce qu'elle a participé, si vous voulez. Et donc, en fait, ils ont utilisé la technique des comptes de banque écran, c'est-à-dire les comptes de banque interbanque, par l'affaire Clearstream. C'est-à-dire, en fait, Clearstream, c'est juste une société de compensation. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, il y a la banque A, et la banque qui a un compte dans la banque B, et la banque B qui a un compte dans la banque A. Puis ainsi de suite. Et en fin de mois, l'argent circule, et en fin de mois, la banque A doit 3 milliards à la banque B, mais la banque B doit 2 milliards 8, donc moralité, il n'y a plus que 200 000 qui sont compensés. C'est un fonds de compensation. Et ce sont les comptes de transaction. Donc les comptes qui ont été utilisés ont été les comptes de transaction. Et alors, aux surprises, donc au Koweït, je n'ai ni signé de contrat, je n'ai ouvert aucun compte bancaire, et en 1995, évidemment, on est tous convoqués, quand je dis tous, c'est-à-dire les associés de Ferraillé, M. Étienne Tillier, M. François Colonna et moi-même, et 3 personnes dont M. Ferraillé avait rencontré au mois de mars 91, si vous voulez, donc qu'il avait présenté à Paris, on se retrouve avec une totalité de comptes bancaires pour un total de 23 milliards de dollars. Une somme proche, évidemment, du devis qui a été envoyé au mois de juin 91. Voilà la liste de comptes. Vous voyez, donc 23 milliards 005 341 300 000 US dollars. Donc il y a un compte qui a été ouvert avec plusieurs comptes avec nos noms qui ont servi à faire transiter tout cet argent. Qui ont servi absolument à faire transiter cet argent-là. En 95. Bien sûr, donc c'est une usurpation de. C'est une usurpation d'identité. Alors, nous nous sommes retrouvés, il y avait 30 personnes chez Maître Motu, notaire H9, le 30 novembre 95. Si vous voulez, ce qui était simple, donc j'ai envoyé un devis de 22 milliards de dollars. Donc en fait, ils ont fait un vrai faux contrat, d'accord, et ils ont fait partir les sommes en utilisant donc le système de Clearstream, c'est-à-dire les comptes hors bilan des banques, de chaque banque. Et donc la banque, je dirais, initiale, d'après ce que nous avons donné le notaire, Maître Motu, qui est une des plus grandes études de notaire à Genève, donc c'est la base, c'est la banque du Koweït, et c'est BNP Paribas qui aurait, je dirais, réparti, je dis bien Corée, parce qu'aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que les personnes qui avaient les documents sont mortes dans des conditions plus que surprenantes, c'est-à-dire M. Paul Kolb, qu'on voit dans le contrat de PBOL SA, qui est quand même estampillé par l'ambassade de France, donc je vous montrerai le contrat. Est-ce que c'est aujourd'hui lui qui a signé ou est-ce qu'on a imité sa signature? Difficile de savoir, parce qu'il est décédé à la prison de Nice le 23 décembre 1997. Toi, c'est à quel moment que tu as compris tout ça, Alors, à quel moment j'ai compris tout ça? Quand nous sommes rentrés du Koweït, pour moi, je m'étais dit, on ne pouvait pas faire le poids avec des multinationales et qu'effectivement, c'était un peu utopique de partir là-bas, d'autant plus que M. Ferrier avait parlé un peu à tout le monde de ses inventions. Donc pour moi, j'avais joué, j'avais perdu, pour moi c'était fini. Mais M. Ferrier, lui, étant persuadé qu'on avait utilisé le système, a continué. Donc il dépose plainte contre moi, enfin contre nous
Oui, parce qu'on a essayé de vous diviser, bien sûr. De vous mais bien sûr, c'est la technique, diviser pour mieux régner. Ouais. Donc, et forcément, ça est dans le bon sens, parce que M. Ferraillé, lui, il savait qu'on utilisait ces systèmes au Koweït. La preuve, c'est que le 6 novembre 1991, on rallume un puits pour que l'émir du Koweït l'éteigne. Ah ouais. Alors que Reda parlait de 5 ans. Donc, ça veut dire que c'était bien une méthode révolutionnaire. D'accord? Et le 6 novembre 91, c'est-à-dire que 6 mois après, il n'y avait plus de puits en feu. Alors combien y en avait-il? That is the question. Ouais, d'accord? Bon, difficile à dire, mais bon, on peut raisonnablement penser que les puits autour de Kuwait City ont été explosés, mais qui les a fait exploser? Parce que ça, c'est une autre question. C'est pas une armée irakienne qui était déjà partie de Koweït depuis bien longtemps, d'accord, qui a pu les faire sauter. Donc qui les a fait sauter, d'après vous? Alors, la réponse... Qui les a fait sauter, d'après vous? La réponse, elle est simple. Monsieur George Bush a écrit un livre, 4 ans à la Maison-Blanche pour changer le monde. Et forcément, dans ces 4 ans, il y a la guerre du Golfe. Et donc, c'est heure par heure, jour par jour, et il est avec son secrétaire général, et puis il se pose des questions. Et le 18 février 91, donc Bush téléphone à Gorbatchev, qui avait envoyé Primakov, son ministre des Affaires étrangères, avec Saddam Hussein, pour qu'il y ait un retrait, je dirais, diplomatique du Koweït. Et Bush déclare, c'est dans son livre, c'est pas moi qui l'ai dit, ça aurait été une catastrophe que Saddam Hussein accepte ce retrait. Ouais, pourquoi? Il voulait la guerre, quoi. Mais il voulait la guerre terrestre. Tout était déjà en chantier. On n'avait plus que l'excuse, quoi. Voilà, il fallait une excuse. Et puis que Mitterrand lui avait donné il manquait une excuse. Alors quelle excuse? Eh bien le 22 février, Bush qui retéléphone à Gorbatchev, il dit écoute, pendant que ton ministre des Affaires étrangères est en train de négocier le retrait du Koweït, Saddam Hussein est en train de mettre à feu et à flamme le Koweït. Il est en train de faire sauter tous les puits de pétrole. Donc forcément, on est le 22 février 91. La communauté internationale, devant un tel, je dirais, ne peut donner que son accord à l'invasion terrestre. D'accord? Le 22 février, le premier puits est en feu. Et le 28 février 91, la guerre est finie. C'est bizarre. Alors, si on lit un autre livre d'un soldat américain, le Stroskov, qui dit les soldats sont faits pour faire la guerre, ils ont été formatés pour faire la guerre, et bien il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'ennemis. Mais comme le film qui avait été, je me souviens plus du titre. Oui, tout à fait. C'est les soldats américains qui voulaient faire la guerre. Voilà, il n'y a pas de guerre du tout. Je fais référence à lui. Si vous voulez, il était un peu déçu, parce qu'un militaire, il est là pour faire la guerre, il est formaté pour ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les forces spéciales, d'accord, ont mis des balises sur les puits de pétrole, et les avions avec leurs missiles, c'est-à-dire c'est la guerre chirurgicale, on appelait une guerre chirurgicale, on fait péter les puits. Mais d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé en Libye. Hein, les pieds nickelés là, du MI6, là, qui se sont fait prendre comme des bleus, ils allaient faire quoi? Eh bien, ils allaient mettre des balises sur les puits de pétrole, pour dire que c'était Kadhafi qui les a fait sauter, et on aurait fait monter le baril à $250, le prix de l'essence à 2 €, et forcément la communauté internationale aurait dit on ne peut plus qu'attaquer. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, aujourd'hui, on peut dire raisonnablement, et puis au Koweït, quand on discutait avec les Koweïtiens, effectivement, les Irakiens sont allés à Kuwait City. Ils ont visité tous les bureaux et ils ont pris tous les écrans d'ordinateur parce qu'ils croyaient que c'était des télévisions, donc ils ont laissé les unités centrales. Et puis les gens qui nous ont reçus, pour eux, ils ne faisaient aucune illusion que c'était l'armée, que c'était les Alliés, on peut dire que les Américains, qui avaient fait sauter les puits de pétrole en feu. Tout le monde le savait. Mais bien sûr, c'est un secret de polichinelle. Mais c'est un secret de polichinelle. D'ailleurs, les images qu'on voyait sur France 2 et tout ça, il y avait bien un petit filet, images communiquées par l'armée américaine. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les journalistes étaient interdits. J'ai filmé en toute illégalité l'autoroute de la mort, c'est-à-dire de Kuwait City à Bassora, où on voit des voitures, des camions, des bus. Il n'y a pas un seul engin militaire sur cette autoroute. Donc ça veut dire que c'est un crime contre l'humanité. Ils ont massacré des civils palestiniens. Non, parce que il faut préciser, il y avait des Palestiniens qui travaillaient. Il y avait beaucoup de Palestiniens qui travaillaient au Koweït. Tout à fait. Les femmes de ménage, il y avait beaucoup d'employés palestiniens qui travaillaient au Koweït. Et ces gens-là rentraient donc en Irak. Et ils ont été massacrés.
D'accord. Il y a eu quelques photos de journalistes qui sont ça, sortis. c'était passé complètement. Ah bah oui, tout à fait. Il y a eu quelques photos dans Match, on a parlé l'autoroute de la mort, mais enfin personne n'a soulevé. Il est rentré dans les détails. Voilà, alors j'ai fait un film qui est d'ailleurs sur Internet. Hein, tu peux préciser le titre peut-être pour les... Ben, c'est l'autoroute de la mort, hein, donc sur le site, je l'ai mis sur, parce que les autres sites les suppriment évidemment parce que ça dérange, sur Nemesis TV. Hein, donc il y a le film, bon, l'image n'est pas de qualité, mais on voit très bien qu'il n'y a pas un seul engin militaire irakien. Donc c'est un massacre qui a été fait. On profite pour rappeler aux auditeurs, enfin ceux qui nous regardent, que s'ils veulent se renseigner plus sur tous les détails de ton histoire, qui est un très bon site. Alors il y a plusieurs sites aujourd'hui. Plusieurs sites qui ont parlé parce qu'ils ont fait un super travail. C'est le site 2477.com. D'accord. Il y a le site rénovation.tv où il y a toutes les pièces et tout l'historique, et le site ouverture.net également qui fait aujourd'hui un travail d'investigation pour que la vérité éclate au grand jour. Et puis d'autres journalistes, comme vous, qui travaillent pour que la vérité éclate, au grand jour aujourd'hui. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, c'est que nous avons des plaintes ont été déposées depuis, ça fait 20 ans, elles ont toutes été classées. Ça, on va y revenir. Donc, si on pouvait apporter un petit résumé général de l'affaire, donc en gros, vous êtes allé avec votre idée révolutionnaire qui potentiellement pouvait régler le problème très vite, de manière économique par rapport aux enjeux financiers qui étaient considérables. Finalement, tout ça c'est du gigantesque mensonge de se retrouver au milieu d'un mensonge généralisé, qui s'est doublé par une escroquerie, parce qu'on vous a volé finalement votre idée, votre identité. On a volé le projet, donc votre identité a encaissé de l'argent qui ensuite a transité via Clestream pour alimenter donc absolument les caisses occultes de alors il y a eu des rétrocommissions. Donc en gros, on peut lire, désolé, excusez-moi tu t'es fait baiser par le système. Absolument. Ouais. Je suis désolé de... mais pour qu'on soit bien clair. Avec un grand B. C'est là qu'on arrive à la deuxième partie. Alors, Christian Bazano, maintenant on te connaît. Là maintenant, tu vas nous expliquer un peu comment cette affaire en fait prend des proportions qui dépassent encore les proportions énormes qui étaient déjà celles du départ. C'est-à-dire qu'avec une implication très forte des politiques pour te faire taire. Absolument. Alors, j'étais donc expert comptable. Quand j'ai eu connaissance, donc en 95, le 16 novembre 95 chez Maître Motu, je me suis dit, je ne peux pas signer un ordre de virement alors que je n'ai pas ouvert de compte et je n'ai signé aucun contrat au Koweït. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré tous les documents chez le notaire et le 30 novembre 95, je vais au parquet de Nice déposer plainte pour usurpation et tentative d'usurpation de mon identité contre les banquiers et les notaires, enfin tous ceux qui avaient essayé de me... Bon. Et à partir, malheureusement, je croyais encore à la justice, je croyais qu'on était dans un pays de droit, et bien à partir de ce moment-là, j'ai essayé quand même de comprendre cette affaire, j'ai rencontré une personne qui connaissait le détective, donc je suis allé au Canada, je suis allé au Luxembourg, et j'ai compris le mécanisme de l'opération. Ça, c'était l'opération enquête personnelle. Combien de temps ça t'a mis pour... Ah ben là, on est en 95, de 95 à 2000, donc j'ai fait un peu le tour du monde, et là, j'ai compris. Au Canada, au Royal Trust, j'ai été reçu pendant 4 jours. D'accord. Donc il voulait voir qui était Christian Bazano, forcément. Donc c'était assez... L'homme qui vaut 8 milliards. Voilà, l'homme qui vaut 8 milliards, et qui a monté toute l'opération de 2 milliards, quand même. Oui. D'accord. Et là, en fait, le fait d'avoir déposé plainte, forcément, ça les a irrités. D'accord. Et là... forcément, ils se sont acharnés sur moi. Donc, vu cette affaire assez complexe, forcément, j'ai pu plus travailler dans des conditions normales. Donc, le cabinet diminuant, j'ai pu plus payer la pension alimentaire. J'ai été condamné à 6 mois de prison ferme, évidemment. Ils m'ont rayé de l'ordre d'expert comptable pour 1 200 € de cotisation non réglée. C'est hallucinant. Donc, en fait, on vous empêche de travailler, on vous empêche de... Donc dès que tu avais déposé plainte pour usurpation d'identité, j'avais signé mon arrêt de mort. Voilà, c'est le déchaînement, quoi. Ah oui, ça a été le déchaînement. Donc ça arrivait par le biais de non-paiement de cotisation, forcément, non, mais forcément. Mais ils te ruinent en plus et après ils appuient là où ça fait mal. Alors après, 99, contrôle fiscal, déclenché par Bercy, comme par hasard. Comme par hasard. Mais qui était à Bercy en 99. Voilà, c'est ça qui était à Bercy en 99. Monsieur Dominique Strauss-Kahn.
Comme par hasard, le 23 décembre 1999, je me fais rayer de l'ordre des experts comptables, et qui est notre ministre de tutelle, en tant qu'expert comptable, le ministre des Finances, et qui était ministre des Finances, c'est M. Dominique Strauss-Kahn. D'accord. C'est bizarre, hein? Le monde est petit. Le monde est petit. Alors le monde est tellement petit qu'en fait, à force de parler de cette affaire, alors je menais mon enquête et M. Ferraillé me l'amenait de son côté, mais persuadé que c'était Bazano qui l'avait trahi. Donc on était en parallèle. Oui, parce que vous avez monté l'un contre Mais c'est évident. Donc, et c'était facile de le démontrer, d'autant plus qu'en 1995, les détectives privés et chez le notaire démontraient qu'on avait bien des comptes. Donc Ferraillé avait bien raison, ses associés l'avaient bien trahi. Donc lui, il était dans sa logique tout à fait. Seulement, je lui avais expliqué que les conventions qu'il voulait nous faire signer avec des sociétés aux îles Caïmans et que les gens passaient des meilleurs, ils n'auraient rien eu. Et donc ça y a mis un petit peu la puce à l'oreille, si bien que le 21 décembre 1995, il est allé déposer plainte contre tout le monde à Genève, parce qu'en fait, il s'est aperçu qu'on abusait aussi de lui, qu'il n'était qu'un pion. D'accord. Et là, il a eu un éclair. Mais en 2000, le 1er janvier 2000, je fais un site baselnews.com, et lui fait un site également. C'est-à-dire, on était vraiment en phase en parallèle, si vous voulez. Mais lui, il avait quand même des gens qui connaissaient des journalistes et tout ça. Et en février, donc 2000, il y a l'équipe donc de Julien Courbet. Sans aucun doute à l'époque, sans aucun doute à l'époque, tout à fait. Donc il y avait M. Bernard Nicolas qui était le responsable de cette enquête. Donc ils sont venus enquêter sur votre histoire et alors, ils ont fait un très bon boulot. Ils sont venus enquêter. D'ailleurs, c'est eux qui ont retrouvé la lettre de M. Dominique Strauss-Kahn. Enfin, ils ont fait vraiment un travail d'investigation de journalistes de mois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris pour acquis les documents que ils ont fait et ils ont fait leur boulot. Ils ont un excellent travail de journaliste. C'est ça qui donc ils sont venus à Nice. Donc d'ailleurs l'émission dure donc 20 minutes. Donc moi je ne suis pas sur le plateau parce que l'émission de Julien Courbet n'est pas en direct, donc elle est préenregistrée. Je ne suis pas sur le plateau. Et tu apparais dans le reportage. Je suis dans le reportage tout à fait parce que Ferraillé, c'est lui qui a suscité entre guillemets ce reportage, et comme il est contre moi, donc je ne suis pas sur le plateau. Monsieur Ferraillé avait quand même comme avocat Maître Gilbert Collard. Hein, oui, donc le ténor du le ténor, l'avocat tonique, comme certains le disent, et qui a fait d'ailleurs une très très belle prestation sur le plateau, qui a dit à la fin, on joue avec de vrais tueurs, avec des hommes qui sont prêts à tout. Hein, et il a dit, il faut qu'on se batte pour que la vérité sorte et tout ça. Donc il a vraiment fait pour une fois une très belle prestation. Cette émission donc est annoncée dans tous les programmes de télévision. Et puis, d'accord, elle est annoncée le reportage est même annoncé en publicité. Donc, et le jeudi, j'apprends que l'émission est coupée parce que Maître Jean Veille, l'avocat de M. Chirac, qui était l'avocat de M. Dominique Strauss-Kahn, téléphone à M. Étienne Moujotte, en présence de M. Bernard Nicolas, et il lui dit, est-ce que le nom de mon client, donc M. Dominique, est-il cité dans le reportage? Il n'était pas cité parce que, en fait, il n'y avait pas de nom dans le reportage, il n'y avait pas de nom, mais enfin, ça coulait de source. Par réduction. Voilà. Et donc, l'émission a été coupée. Et combien de temps exactement avant sa diffusion, ça a été décidé? La veille, le jeudi. Sur un simple coup de fil de Maître Jean Veille. De Maître Jean Veille pour le compte de Strauss-Kahn. Comment vous l'avez su ça? C'est M. Bernard Nicolas dégoûté parce qu'il fait une belle prestation sur le plateau de télévision, tellement dégoûté qu'il est parti à Canal+ à 90 minutes d'investigation. Nicolas. Mais qu'ils n'ont pas. D'accord, il a changé. Mais le problème, c'est que les journalistes font un travail, mais ils sont payés par la société, et celui qui fasse, malheureusement, ils ont fait leur travail. Julien Courbet, on peut le remercier d'avoir quand même financé ce reportage, de l'avoir mis dans le programme de l'émission, parce qu'il était annoncé dans tous les programmes, c'est quand même courageux de sa part, et de l'avoir diffusé. Pour lui, il était diffusé, après il n'était plus maître de la... Hein. Et d'ailleurs, le magazine, vous voyez, dans tous les programmes que je mets, sans aucun doute, il y a 10 ans, Méridional déposait un brevet pour son invention, un extincteur d'incendie. Cette technique fut utilisée durant la guerre du Golfe. Il faut voir, on trouvera bien tout à l'heure, donc pour un télé 7 jours. Voilà. Donc là, j'ai télé 7 jours, mais c'était sur... La ménagère de moins de 50 ans était bien informée. Voilà, plus que bien informé. Ensuite, donc, Entrevue, le magazine, donc, qui est quand même lu par 500 000 personnes, sans aucun doute, reportage censuré, affaire étouffée, publie donc en 2002 l'affaire. Donc, effectivement,
ils ont vu l'émission, ils ont appelé Collard et tout ça. Donc Collard, dès qu'il peut faire un peu de publicité, il est tout à fait content. Hein, ça veut dire que le boulot a été fait, mais chaque fois ça ne sort jamais. Quoi. Mais ça ne sort jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système qui est complètement... il n'y a plus ni de liberté de la presse, ni plus aucune liberté. Donc là on a la preuve flagrante. Hein. Donc on en est là, en fait. Toi, c'est comme ça que tu es devenu Bazanix, finalement. C'est ton pseudo. Alors pourquoi c'est 20 ans de combat. Pourquoi Bazanix? Parce qu'en fait, Bazanix, c'est le singe. Hein. C'est le singe qui est passé derrière le miroir et qui a vu, je dirais, ce qui se passait réellement. Donc à travers ce parcours initiatique, finalement, tu t'es révélé, et là maintenant, tu es dans une position face à ça. Non seulement tu n'as pas laissé tomber, non seulement tu n'as pas peur et tu es prêt à aller jusqu'au bout. Donc là maintenant, fort de cette histoire, fort de cette injustice que tu as vécue, ça t'a inspiré quelque chose qui peut s'appliquer à chacun de nous. Alors, si vous voulez, cette affaire-là, je n'ai jamais abandonné, malgré tout ce qu'on peut imaginer, mais je n'ai jamais abandonné et je ne l'abandonnerai jamais. Et aujourd'hui... Là, tout à l'heure, je disais que tu étais l'homme qui vaut 8 milliards, oui. Et tu es aussi l'homme qui tombe à pic, parce que justement, cette affaire-là, maintenant, oui, on appelle le Koweït Gate, donc, on se retrouve là, un an de 2012 avec Dominique Strauss-Kahn, un candidat qui est déjà élu par les sondages et les médias, etc. Oui, alors il est élu. Alors, donc, M. Dominique Strauss-Kahn est élu par les sondages, c'est très bien. Alors, je voulais quand même préciser qu'en 1997, il y a eu un très bel article dans le journal de Genève, hein, où sont passés les milliards du Koweït, le 4 février 1997, parce que les journalistes suisses, et surtout la presse suisse, mais est quand même moins sous contrôle, et en première page et troisième page, nous sont passés les milliards du Koweït, un très bel article, un mois d'investigation fait par le journaliste Christian Campiche, donc qui a fait un très bon travail, et ce journal-là, il a été... dans les presses françaises qui distribuent la presse étrangère, donc c'est pas toutes les presses, mais il a été mis en invendu immédiatement après sa sortie. Surprenant. Oui, surprenant. Surprenant, d'accord? Et alors qu'est-ce qu'ils font en France? En France, quand on ne veut pas faire sortir une affaire, eh bien on la fait publier par Minute. Et donc Minute publie fin février 1997 les pétrobobards du Koweït. Donc des informations pertinentes, mais comme c'est Minute, c'est discrédité. C'est obligatoirement discrédité. Alors que dans Minute, il y a vraiment souvent des informations de premier ordre. Mais parce que c'est Minute, aucun journaliste ne va reprendre une information de Minute. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends comme avocat, vu l'ampleur, parce qu'on est le 4 février 1997, je passe 48 heures en garde à vue, enfin pas en garde à vue, je suis entendu par la PJ de Nice en tant que témoin assisté. Ils voulaient savoir ce que j'avais comme pièce. Malin, hein, comme approche. Et donc je dépose plainte à Genève, c'est pour ça que j'ai envoyé à tous les journaux et que le journal de Genève a répondu. Mais je me suis dit, devant une telle ampleur, il me faut un avocat médiatique. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Maître Vergès. Parce qu'avec sa grande gueule qui défend toutes les causes, je me dis, là j'ai peut-être quelqu'un de costaud. Donc je suis reçu en décembre 1996. Dans son bureau parisien, c'est un hôtel particulier, donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est assez marrant parce qu'on rentre dans un bel hôtel particulier, il y a une grande salle de réunion où il n'y a que des jeux d'échecs, tout à fait, et donc dans son bureau où il y a des vestiges africains et tout ça, et puis sur son bureau, comme ça, avec son grand cigare. Donc c'est le cliché, quoi. Exactement, que puis-je pour vous, et tout ça, donc je lui raconte mon histoire, on est en 96, hein, donc je lui raconte, moi très bien, je lui dis, écoutez, maître, vu... ce qui se passe, je ne sais pas moi, l'article dans le journal de Genève, il y a quand même mon nom, donc vous imaginez un peu le... Et là, donc, il me dit, bon, ben, très bien, et là, il me demande donc un chèque de 50 000 francs, c'était des francs à l'époque. Donc, à l'époque, j'avais un cabinet qui tournait, et donc je lui fais un chèque de 50 000 francs, et je lui demande de l'encaisser dans 3-4 jours, le temps que je puisse débloquer un contrat d'assurance vie. Dès le lundi, le chèque était encaissé, hein. Mais bon. Et donc je me dis, bon, je vais mettre Vergès. Donc le journal de Genève, Ferraillé avait Maître Brennan, qui était le bâtonnier de Genève, qui a été décoré de la Légion d'honneur par M. Jacques Chirac, quand même. Il y avait Maître Vergès qui défendait Bazano, donc vous voyez, du beau gratin. Donc il y avait forcément quelque chose. Il y avait quand même des notaires de renom. Maître Motus, c'est la plus grande étude de Genève. Maître Delahaye de Saint-Hilaire, il a fait de la prison, il était impliqué dans l'affaire IPSA, donc du Crédit Lyonnais, mais il est toujours notaire. Donc c'est extraordinaire. C'est l'ami intime de M. Jean Arthuis. D'accord? Donc Balladur. Hein? Donc Balladur, Sarkozy, vous voyez, donc on tire la ficelle. On tire la ficelle, voilà. Et voilà, on tire la ficelle. Oui, tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui,
Donc j'ai déposé des plaintes, les plaintes ont été classées, les pièces ont disparu, les gens qui pouvaient avoir des justificatifs ont été assassinés, enfin ils sont morts, pardon, excusez-moi. Je me dis qu'il y avait eu des menaces très sérieuses sur ta vie. Alors des menaces, c'est quand il y a eu le journal qui est sorti le 4 février 97, donc Maître Jacques Verset, je veux bien payer, parce que tout travail mérite salaire, mais si je paye, je veux en contrepartie un compte rendu. Donc au mois de juin, je lui demande où il en est de ces investigations. Et le menaçant aussi sur le bâtonnier, parce que je veux bien payer, mais... Alors je suis con, c'est vrai, mais être vu pour un con, ça je ne supporte pas. Donc, je lui demande de savoir où il en est, et Maître Vergès m'écrit au mois de juillet, donc je vous montrerai, donc il m'écrit, cher monsieur, j'estime mon travail effectué à la somme de 25 000 francs, et il me rembourse un chèque de 25 000 francs. Donc là, nous sommes au mois de juillet 97, d'accord? Donc quand je dis ça aux gens... Il refuse l'affaire. Il me rembourse. Quand je dis Maître Vergès a remboursé, alors je lui ai envoyé une lettre et je lui ai dit qu'il n'y avait qu'un seul vice qui existait, c'était la lâcheté. Alors soit il avait été acheté, et tant mieux pour lui, soit c'était un lâche. Voilà. Et dans les deux cas, il n'avait pas de couilles. Voilà. Comme Collard d'ailleurs, parce qu'après l'émission de télévision Sans aucun doute qui a été annulée, alors qu'il a fait une belle prestation, qu'a-t-il fait? Rien. Alors, Maître Collard, en fait, on les utilise, ces avocats cathodiques, là, dans des affaires pour les détourner de leur vraie valeur. Dans l'affaire Allègre, pour ne citer que l'affaire Allègre, il a complètement détourné l'affaire, parce que M. Baudis, il est impliqué, mais jusqu'à la moelle. D'accord? Et on a mis Collard pour détourner complètement l'attention de la réalité. Ouais, et comme ce sont des avocats cathodiques, forcément, ils occupaient déjà tellement d'espace médiatique que finalement il n'y a plus, exactement. Il y a plus de place. Donc là on est en juillet 97. Le 2 août 97, vous regardez les photos là, vous voyez, voilà, heureusement que j'avais une Audi A6, parce que ma voiture quitte subitement la route et je percute, donc... C'est-à-dire quand tu dis que ta voiture quitte subitement la route, tu penses qu'on a... Je pense rien, ce qui est surprenant. Ouais. Voilà, donc j'ai coupé un poteau électrique double face, si vous voulez, en deux, qui a traversé la voiture. On peut voir à la limite voilà, la voiture avant et après. Voilà, avant et après, donc la voiture avant et après. On remontera de son de manière... Voilà, et ça c'est le 2 août 97. Alors, les dates sont importantes parce que l'article du journal de Genève, c'est le 4 août 97. Ce qui est surprenant, c'est que la voiture a été ramenée chez Audi, bien évidemment. Et bon, moi j'avais mon fils derrière, heureusement qu'il avait le siège auto et que ça veut dire que ça fonctionne bien quand même la sécurité. Et que c'était une Audi parce que je... C'est une bonne voiture, ils font de bonnes voitures. Et la voiture a été mise en épave immédiatement, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'enquête dessus. Il n'y a pas eu d'enquête. Non, c'est pas si. Non, j'ai demandé, mais elle était déjà partie en épave. Surprenant. Alors, j'ai pas insisté. Mais je trouve ça bizarre. Il y a beaucoup de choses bizarres. Et là, on est en août 97. Et le 23 décembre 97, M. Paul Cohn, dont je parlais tout à l'heure, le président de la société PBOL SA, est mort. Ils l'ont sorti de la prison de Nice parce qu'il y avait monté un bateau, entre guillemets. Le 17 juin 97, il est incarcéré à la prison de Nice. Et il est mort pendant sa détention. Et il est mort à la prison de Nice. Il est mort sur la route parce qu'il était mourant. Donc ils l'ont sorti, il est mort de Nice parce qu'il était dans l'est de la France. C'est bizarre. Parce que ce qui est bizarre... En fait, c'est opportun. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que le contrat PBO, il est ça. D'accord? Il a été donc signé le 15 novembre 91. Alors, première anomalie, c'est que le dernier puits était éteint le 6 novembre 91. Et dans la société, dans le contrat de PBOL SA, on parle du Blocking Robot for Extension. Donc c'est la mention de Ferraillé. Sur ce contrat-là, il y a marqué shareholder, c'est-à-dire actionnaire. Il y a marqué notamment Christian Bazano. Je n'ai pas signé, mais il y a mon nom dessus. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'ambassade de France, du Koweït, dans la personne de M. Pratt, attaché commercial, légalise la signature du ministre des Affaires étrangères du Koweït. Donc le truc était lancé. C'est pas mal quand même, non? C'est pas mal. Alors tous ces documents-là ont été donnés par le détective M. Levavasseur et ressortent de l'enquête faite par les journalistes Sans aucun doute. Donc à ce jour... Il y a une émission qu'on peut voir sur... Alors, cette émission, on peut la voir sur... il y a deux sites, parce que évidemment Dailymotion et YouTube et tout ça... Les éphases. Les éphases, on peut la voir sur le site Nemesis. Et je vous donnerai les références exactes, et sur le site de Carl Zero, c'est le web 2.0. Voilà, 2.0, donc je vous donnerai exactement le lien, donc c'est les deux sites sur lesquels... Vous tapez Koweït Gate... oui, le Koweït Gate, voilà. Et maintenant, donc, il y a un site spécifique
site qu'on appelle officiel, coedgate.com. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous sommes avec la... Tu es blessé, mais tu n'es pas encore mort. Voilà. Je ne suis pas encore mort, non. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, pour la France. Voilà, et donc aujourd'hui, je me bats donc, pour que la vérité éclate au grand jour. Ce qui est formidable, c'est que le buzz qui est en train de se créer donc, sur Internet est en train de bien prendre, donc je ne suis plus seul. Ça veut dire que même s'ils avaient imaginé un seul instant de m'éliminer, ça serait pire pour eux, parce qu'il y a une armée derrière qui fera sortir la vérité. Donc la vérité va éclater au grand jour, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Mais nous sommes pris par le temps, parce que là, on se bat contre je me bats contre ce système, mais j'aime pas me battre contre quelque chose parce qu'on perd beaucoup d'énergie. Par contre, je veux me battre pour quelque chose. Donc, je vous ai dit que l'affaire du Golfe, c'est en fait la déclaration du nouvel ordre mondial, le 11 septembre 1990. Ton histoire est étroitement liée en fait au nouvel exactement, ordre mondial. Elle est tout à fait liée au nouvel ordre mondial. D'accord. Donc, et Sarkozy a dit que de toute façon, de gré ou de force, on aurait le nouvel ordre mondial. Alors, dont acte. Bon, on s'aperçoit qu'il y a une faiblesse dans leur système, c'est qu'ils ont voulu nous empoisonner et nous assassiner par le vaccin H1N1. Ils ont commencé 95 millions de doses, et là, il n'y a que 10% de moutons qui se sont fait vacciner. Ça veut dire que 90% ont réagi. Réagi grâce à quoi? Grâce aux sites internet, aux journaux d'investigation comme le vôtre, qui ont fait prendre conscience aux gens qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. C'est une petite victoire contre... C'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce qu'ils ont reculé grâce à Internet. Alors, je fais partie de Politique de Vie, donc nous avons déposé plainte contre Madame Bachelot, donc des instructions sont en cours. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, parce que la peur est là, mais c'est pas grave. L'effet de masse a quand même joué. Donc, nous pouvons gagner. Et d'ailleurs, il y a un film qui est excellent de Mel Gibson, c'est Apocalypto, d'accord, qui démontre que Pat de Jaguar, qui se bat et qu'il a enlevé la peur, et à partir du moment où il n'y a plus de peur, la victoire est au bout. Et pourtant, c'était des sacrifices, c'était l'époque des Mayas et tout ça, donc c'est exactement pareil avec l'histoire de pédophilie. On en revient aux histoires de sacrifices humains, où on fait manger des enfants, tuer des enfants par d'autres enfants. En fait, les méthodes sont exactement, depuis des millénaires les mêmes, malheureusement. Donc on s'aperçoit que dès qu'on a enlevé la peur, il y a... Donc l'idée, c'est le nombre. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? Que la planète, elle est dirigée par 400 personnes. 400 milliardaires, dont les revenus représentent 3,5 milliards d'habitants sur la planète. 90% des richesses sont donc c'est quand même pas normal. Quand vous pensez que aujourd'hui l'essence a augmenté de 30% à pompe depuis le 1er janvier, personne ne dit rien. Ils ont raison, les gens sont anesthésiés. Alors que le prix de l'extraction est de 7 $. Comment on le retrouve à plus de 100 $? Ce n'est que par le jeu de la spéculation. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est laminer les gens. On augmente les DF de ceci, le pain augmente de 8%, personne ne dit rien. Mais jusqu'où? Alors, c'est dramatique. Donc, dénoncer ça, c'est bien. Donc, on a les moyens aujourd'hui de renverser la pyramide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est comme ça, et demain, on doit aller comme ça. Parce que nous sommes le nombre. Donc, de se battre contre le système, de le dénoncer, tout ça, c'est très bien. Aujourd'hui... Donc, en clair, clairement, ce qu'on peut dire, ceux qui nous écoutent, c'est que toi, tu es prêt à te servir de cette affaire qui non seulement t'a pas tué, mais t'a rendu plus fort, on peut le dire, pour faire payer, mettre chacun devant ses responsabilités, et qu'au bout, ce soit le peuple français qui se libère de cette mafia, la même qui t'a bouffé, qui t'a escroqué toi, et qui escroque sans arrêt la France. Absolument. C'est les mêmes. C'est les mêmes, mais je ne dirais même pas que la France, je dirais l'Europe. Oui, bien sûr. Mais bon, là, on est en France. Et tous les pays. Et tous les pays. Donc, il faut que le peuple. Quand on dit que l'État, c'est nous, c'est nous. Donc, si c'est nous, autant de. Alors, ils découragent les gens. Les gens ne vont plus voter parce qu'ils se disent tous pourris. Ils ont raison. Mais en disant ça, ils font leur jeu. Donc, maintenant, ils font rentrer une tierce personne qui est déjà rentrée, qui s'appelle Marine Le Pen, qui a dans son programme certaines bonnes idées. Il faut pas les exclure. Mais au second tour, les gens ne voteront pas pour le candidat qui sera en face, mais contre. Donc en fait, on se retrouve, que ce soit la droite et la gauche, donc, et de toute façon, comme l'a dit Albert Einstein,
on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Hein, quand on voit un Hollande, quand on voit une Martine Aubry, quand on voit... Mais ils nous font doucement rigoler. Bon, on le voit bien de toute façon dans ton affaire, c'est que DSK et Sarkozy sont main dans la main. Mais tous, mais vous le voyez dans mon affaire, mais un plus petit échelle, dans les HLM de Paris. Ce qui est important, c'est que justement les gens prennent conscience qu'avec ton affaire, on a toutes les affaires dedans et on a à la fois la clé du système et la clé de mettre exactement. Le système qui met la clé sous la porte. Alors, il y a tout dans ton histoire. On est le nombre. Alors, que peut-on faire? Ben, c'est simple. L'idéal, on l'a mis en place dans le Tarn. On a créé l'ADN 81. L'ADN, c'est la Ligue d'action directe et novatrice, qui promouvoit les médecines, je dirais, non conventionnelles, l'écologie, donc avec des actions qui aident des personnes âgées et tout ça. Donc c'est une association totalement apolitique. Donc tu mets en place un programme de libération, en quelque sorte, de la société de tous ces parasites. Tu m'as expliqué tout à l'heure, donc il y a 10 points concrets, très simples. Alors, par des actions, parce qu'on est le nombre, donc il faut que par département, il y ait une association qui soit créée. On a appelé l'ADN, mais il peut y avoir d'autres noms qui se créent. Et pour fédérer ces gens-là, l'idée est de faire un mouvement. Donc on est en train de trouver le nom, le logo, la charte graphique, je vais l'appeler Mouvement Autre Monde, pour un nouvel ordre humain. Pourquoi? Parce que l'humain doit être au centre de la... Face à la déshumanisation du nouvel ordre mondial, finalement. Exactement. Alors on ne va pas se battre contre eux, parce qu'on n'a pas les moyens. Ils sont puissants. Il faut se battre pour tueurs, mais il faut se battre pour nous. Donc inverser les pôles, c'est pas compliqué. Il faut simplement le vouloir. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées. Donc il suffit simplement que les gens laissent leur ego à la porte. Et leur petite guerre, leur petite... Et qui disent effectivement, et on va faire un programme en 10 points. Et c'est-à-dire qu'en fait, le candidat qui va être désigné pour représenter le peuple, il n'aura pas un mandat, mais il aura un contrat. Donc toi, tu es en train de nous proposer carrément un changement total de paradigme, un autre système. Je suis en train, moi, mais il y a d'autres personnes... Oui, non, mais là parce qu'on parle tous les deux, donc tu es en face de moi, tu me dis ça. Donc qui ont proposé, il y a M. Éric Fiorilli qui a sorti un excellent livre qui s'appelle la démosophie. Donc c'est les libres penseurs contre le nouvel ordre mondial. Donc vous voyez que la pyramide est bien inversée. Voilà. Et ce système est, je dirais, de mise en place mondiale. Mais maintenant, là nous avons la théorie, c'est-à-dire nous avons le code. Maintenant, il faut faire la pratique. Qu'est-ce que tu proposes et quel message tu voudrais faire passer à ceux qui... Alors, moi, le message que je veux faire passer, donc, il est très simple. C'est que chaque département, il y ait des bonnes volontés qui prennent la tête de l'ADN ou d'une autre association. Le nom, je ne fais pas... Le nom importe peu. Pour moi, le nom importe peu. Pourquoi l'ADN? Parce que l'ADN, c'est la vie, c'est la multiplicité, et l'objectif, c'est quand même le nombre. Voilà pourquoi l'ADN sonne bien, mais on peut avoir d'autres noms, ça peu importe. Et il y aurait un mouvement qui aurait la qualité et la qualification de parti politique. Pourquoi? Parce qu'il va permettre aux gens qui feront des dons de pouvoir déduire fiscalement 66% des sommes qu'ils vont verser, donc c'est pas, je dirais, négligeable, et ce qui va permettre de faire des conférences, d'organiser des conférences, parce qu'en fait, et surtout ce que je souhaite, c'est convaincre les jeunes qui, eux, ont besoin de guides, parce qu'aujourd'hui, ils sont complètement perdus. Quand vous pensez que quelqu'un qui est au Parti Socialiste, qui a des convictions socialistes, c'est tout à fait respectable, et quand on lui dit qu'au deuxième tour, il faut qu'il aille voter UMP, il est complètement perdu. Et que l'UMP, pareil, et quand vous avez des candidats qui croient à l'écologie, qui s'investissent dans l'Europe écologie, et que vous avez une Eva Joly qui dit « moi je voterai DSK », il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et qu'on dit que certains militants de base du Front National, que ce sont de pauvres cons, il y a des limites. Chacun a le droit d'être libre de penser ce qu'il veut. Donc je veux dire, c'est totalement inadmissible. Et par contre, on a une arme de destruction massive, c'est le bulletin de vote. 55% de gens ne vont pas voter. On peut les comprendre? On peut les comprendre. Parce qu'ils sont dégoûtés. D'accord? Mais c'est pas bien. Donc il faut qu'on arrive à les fédérer au travers d'un programme qui est très simple, que je vais, si vous souhaitez, vous le décrire en 10 points, mais très, très rapidement. Donc ces gens-là, il faut les canaliser. Bon. Et ensuite, j'en appellerai aux musulmans de France, qui ne rentrent surtout pas dans le jeu dans lequel ces voyous sont en train de vouloir nous entraîner dans une guerre de religion. Moi, je dirais pas les deux, enfin tout le monde, parce que là, je veux dire, c'est une tentation qui
qui s'offre à tout, pas seulement aux musulmans. Là, c'est vrai que les musulmans sont pointés du doigt, mais il y a la tentation du choc des civilisations, là, on la retrouve partout, malheureusement. Bon, oui, mais c'est réussi. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui vous parle de croisade, c'est quand même inadmissible. On a donné, je dirais, le pouvoir à des malades. Hein. Donc il ne faut surtout pas rentrer. Les musulmans de France ont une arme aussi, c'est le bulletin de vote. Donc il faut qu'ils adhèrent à ce mouvement d'une manière positive. C'est-à-dire que dans chaque département... Ouais, mais alors là, est-ce que tu parles d'une solution qui va s'appliquer aux élections de 2012? Parce que bon... mais nous pouvons, c'est-à-dire que... On est en 2011, on est en 2011, un an des élections. On est un an des élections, vous avez vu ce qui est en train de se passer, chacun essaye comment ça s'appelle, de positionner ses pions, mais ce sont toujours les mêmes. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Quand ils avaient le pouvoir, ils n'ont rien fait, ils nous ont emmenés à la catastrophe. Aujourd'hui, le problème de la France, mais des autres pays européens, c'est l'endettement. D'accord, hein, quand Sarkozy a pris le pouvoir, on était à 600 milliards de dettes. Aujourd'hui, on est à 1600 milliards. D'accord, c'est-à-dire que chaque Français, il a plus de 25 000 euros de dette. D'accord. Alors, le point numéro 1, c'est la suppression de la dette. Et je peux le faire en toute. Quand je dis je, c'est prétentieux, parce que ça sera le peuple. Je peux le faire en toute légalité, parce que cette dette, c'est une escroquerie. Une escroquerie. Pourquoi? Parce que les banques privées ont prêté aux États, et sont en train de prêter 80 milliards au Portugal maintenant, mais d'argent qu'elles n'ont pas. Si elles ne l'ont pas, je ne le dois pas. Si je ne le dois pas, je l'annule. C'est basique. Tout simple. Oui, d'accord. Voilà. Alors personne n'en parle. Pourquoi? Parce que, effectivement, on est contre le système. Alors si c'est une personne qui propose ça, on va la tuer. Évidemment. Si c'est le nombre, un tsunami, regardez le Japon, une des premières puissances économiques au monde, devant un tsunami, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Donc là, contre le peuple, ils ne peuvent rien faire. Il faut que les gens aient une prise de conscience. Donc dans le programme, plus de dettes, plus d'intérêt, même pas l'impôt sur le revenu, l'impôt société, n'arrive aujourd'hui à payer l'intérêt de la dette. Donc on veut ponctionner le contribuable, on veut le saigner avec des taxes sur le pétrole, sur tout ce qu'on a. Donc, il faut bien que les gens prennent conscience que de toute façon, je veux dire que l'issue, malheureusement, on est dans une pente. Elle est fatale. On est sur une pente savonneuse. C'est au bout de l'esclavage consenti. Voilà, mais ils sont déjà en esclavage. On est en esclavage. Oui, on se croit libre. Regardez, les gens aujourd'hui n'ont même plus les moyens de faire la grève. Et regardez ce qui se passe. Ils la font, les syndicats font. Non, mais ils n'ont plus les moyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont les huissiers le lendemain à la maison. Donc, ils n'ont même plus les moyens de faire la grève. Par contre, le nouvel ordre mondial, il faut savoir une chose, ils ont très peur de quelqu'un. Enfin, de quelqu'un. Des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes ne peuvent pas les tenir. Ils n'ont pas de dette, ils n'ont pas les huissiers, ils n'ont pas d'emprunt. Hein, pas encore. Donc, ils sont libres. Et là, ça leur fait très peur. Et les jeunes communiquent. Donc l'avenir nous appartient. Mais l'avenir nous appartient. Et on peut aller. Et on peut. Non, mais il faut y croire. Il faut éliminer la peur. Regardez le film Apocalypto. Regardez le film V pour Vendetta, qui est significatif. Et les jeunes aujourd'hui se référencent à V pour Vendetta. Les Anonymous, pour le masque V pour Vendetta. Il y a un collectif du 21 avril, donc 2011, qui fait une manifestation contre le fascisme et tout ça. Et il communique comment? Avec V pour Vendetta. Donc, mais là, si tu voudrais lancer un appel clair, là, concret, pour les gens à te rejoindre, qu'est-ce que tu leur dirais là, pour que les jeunes viennent te rejoindre, créer leur section de l'ADN dans leur région? Voilà, concrètement, comment ça va se passer là, et où ça va mener, quoi. Ben, ce que je leur dirais déjà, c'est de regarder l'ADN 81, comment c'est organisé. J'espère que d'ici que ce reportage sera publié, le mouvement sera en place pour permettre d'expliquer aux gens, je dirais exactement. Donc je vais terminer les points. Il y aura des conférences aussi, tu nous as dit. Alors il y aura des conférences, des débats, pas des conférences politiques. Ce n'est pas, je veux dire, un parti politique, parce qu'on n'a pas les moyens de toute façon, et on ne veut surtout pas se mêler de politique politicienne. D'accord? On veut du concret. Donc il y a Patrick Sébastien qui avait lancé le... Donc c'est la politique au sens noble du terme, au sens de la gestion. Exactement, de la cité. Donc les gens, c'est pour ça qu'on parle de l'ADN par département, mais il peut être par quartier, il peut être par ville, et de dire voilà ce que nous pouvons faire. Une implication plus directe des gens. Exactement. Le fonctionnement. Exactement. Et la personne qui sera désignée, elle aura signé un contrat.
Alors il se peut qu'il y ait plusieurs personnes, je veux dire, qui répondent. Alors au bout du compte, eh bien, on fera quoi? On fera, ben, soit ça sera la personne la plus compétente parce qu'elle a des compétences de telle ou telle, ou alors on fera un tirage au sort. Mais jusqu'à cette date-là, on ne sait pas qui, on ne veut pas tuer telle ou telle personne. Parce que regardez ce qui s'est passé pour Coluche. Hein. Et bon, en attendant, alors, tu prévois de sillonner la France pour annoncer. Ah non, non, comment ça va se passer là? Pour l'instant. Est-ce que quelqu'un qui nous regarde, par exemple, à Paris, à Rennes ou quoi, il va dire Christian Bazano va venir, on va en discuter comment, eh bien, pour l'instant, quel plan tu proposes d'action? Alors, le plan d'action que je propose, j'espère donc pouvoir avoir trouvé le nom, je veux dire, parce que j'ai donné un petit peu l'idée à plusieurs personnes pour qu'on arrête un nom du mouvement. Moi, j'ai mis le mouvement autrement, mais ça peut être, je dirais, tout à fait autre chose. Qu'on ait trouvé un logo pour qu'on puisse se référencer à quelque chose et une charte graphique. Une fois qu'on a ça, on mettra en place un site internet, d'accord, et on va communiquer, et la personne, mettons, qui se retrouve à Paris, qui est à Nantes, ou qui dit, moi, ça m'intéresse, je veux créer autour de moi, parce que la journée, elle a 24 heures, et je ne peux pas faire de miracle. Et chacun va s'impliquer. Il y a déjà des gens qui sont bien impliqués, qui ont déjà bien avancé. Donc il suffit simplement de discuter avec eux par rapport à l'ajustement du programme, hein, pour je dirais, faire évoluer les choses. Donc en gros, si on peut, je ne sais pas si on peut résumer les choses comme ça, mais en gros, tu nous débarrasses de Sarkozy et des DSK, et c'est aux jeunes après de faire le reste. Mais non seulement de DSK et de Sarkozy, qui est un grand psychopathe, mais de tous les autres qui racontent toute la clique. Et regardez, alors je termine juste les points. Donc, on supprime la dette, donc plus d'intérêt, je supprime l'impôt sur le revenu. Ensuite, je sors de l'euro, parce que l'euro est une escroquerie, donc je donne le pouvoir à la Banque de France de refrapper monnaie. D'accord? On sort de l'Europe comme le permet le traité de Rome. D'accord? On garde quand même une monnaie, appelons-la l'euro, d'échange international. Là, d'accord? Voilà, ça c'est pour l'aspect monétaire. Donc les gens, je supprime l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Il y aura un revenu universel donné à chaque personne, toutes les personnes, de 999 € par mois, qui est un revenu de vie. Donc les gens dépenseront ce revenu. Les gens qui veulent aller peindre, ils iront peindre. Ceux qui veulent aller pêcher iront pêcher. Ceux qui veulent travailler, il va travailler. La TVA sera à 0% sur tous les produits de base, de première nécessité. Et par contre, les produits de téléphone, DVD, télé, tout ça, la TVA sera à 50%. Mais la personne qui travaille n'est pas imposée, donc elle aime travailler, elle peut s'acheter une Mercedes, s'acheter une Mercedes, c'est son problème. Par contre, les gens qui auront... Il n'y aura plus ce vampirisme d'État. Il n'y a pas de vampirisme d'État. On créera la BEL, c'est-à-dire la banque éthique du logement, qui va permettre à chaque citoyen d'être propriétaire de son logement pour le prix du loyer qu'il paye actuellement. Comme ça, la personne prendra soin de son appartement. Il n'y aura plus les magouilles, parce que les HLM et tout ça, on aime bien tenir les gens sous la dépendance. Parce qu'avec ça, on a vu ce qui se passe avec les HLM de Paris, hein, les fausses factures et tout ça. Alors là, ils ont arrosé tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est quand même scandaleux. Le problème, c'est que ça se retrouve dans quoi? Dans les charges, dans les loyers et tout ça. Hein. Donc quand on voit les scandales dans tous les départements des sociétés d'HLM, je peux vous dire, c'est lamentable. Lamentable. Donc on ne veut pas que les gens accèdent à la propriété. D'ailleurs en France, on est le pays où on a le moins de propriétaires. Alors qu'on pourrait, avec les taux qui étaient tellement bas, le faire. Sarkozy disait qu'il voulait... Oui, mais entre ceux qui vivent, si on compte tout ce qu'a dit M. Sarkozy, c'est formidable. Hein, donc, mais bon, donc... alors je termine donc l'habitat. Ensuite, les énergies libres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les systèmes existent. D'accord? On pourra vous démontrer que les centrales nucléaires, on pourra les fermer sans aucun problème, hein, avec l'énergie libre, donc il n'y a aucun problème. Le seul problème aujourd'hui, c'est que tous les savants, les inventeurs comme l'énergie libre ont été tués. D'accord? Donc c'est quand même quelque chose de... Après, on aurait une justice indépendante, une presse libre, des médecines, comment dirais-je, libres, c'est-à-dire que celui qui veut faire de la médecine, donc hors les lobbies de la pharmacie. Donc quand on voit l'affaire du Mediator, tout est dit. Depuis 1995, l'État, maintenant l'État dit on va payer, mais l'État c'est nous, mais il faut arrêter. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Donc en fait, tu proposes de jeter les bases de... On remet tout à plat. Voilà, un changement, une remise à plat totale. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'a pas le temps de tout développer, mais que tu as des éléments concrets qui te permettent... on pourra en faire une conférence. Quand limite que ceux qui nous regardent déjà
ceux qui ont décidé, Déjà, moi, je ne prétends à Qui rien. prennent éventuellement contact avec toi Oui, via ton site. voilà, via le site. Donc c'est V pour vérité base à code. Non, mais alors, ça c'est le blog. Ils peuvent prendre contact sur le coedgate.com. Et puis bientôt, dès qu'on aura défini le mouvement, à Marseille, ici, tu nous expliques. et on peut faire une En conférence. tout cas, la première conférence, on peut s'engager. Oui, tu le bienvenu ici à Marseille. je vous remercie. Et puis de faire comprendre aux gens qu'on a tout en main pour réussir. Seulement, il faut y croire, sortir un petit peu de cette pression qu'on est en train de nous mettre. Mais c'est ça, le nouvel mondial, en fait, avance par la peur en disant qu'il n'y a pas d'autre. C'est la peur. Il n'y a pas d'autre issue possible. Il n'y a pas d'autre issue possible. D'ailleurs, Attali l'a dit encore récemment, il a dit soit c'est le gouvernement mondial, soit c'est le chaos. Alors c'est pas vrai. Non, en fait, moi, si je devais résumer un peu tout ça, je pense que il y a urgence vraiment d'apporter une alternative aux gens. Après, qu'elle soit. Tout est discutable, et je pense que tu n'y es pas, tu es prêt à discuter. Mais là, face à comment dire, à cette non-alternative, à ce fatalisme qu'on nous impose, non, il faut déjà refuser ça. Il y a toujours une autre solution. Mais il y a un plan B. Voilà, d'une manière positive. Oui, et on peut le faire d'une manière. C'est eux qui agissent comme ça sur la contrainte en mettant le couteau sur la gorge. Et la peur, donc on est en train malheureusement de saigner le peuple. Je dis bien saigner, parce que quand l'essence a augmenté de 30%, on est bien obligé de se servir de la voiture, de toute façon, donc ils sont bien gentils. Le pain a pris 8%. Alors forcément, on va vous dire, eh oui, il a pris 8% parce que les matières premières ont augmenté, le transport a augmenté, et les salaires, est-ce qu'ils ont augmenté de la spéculation sur la matière première? Non. Et on peut avoir de l'énergie libre aujourd'hui sans aucun problème. Donc on pollue moins, il n'y a plus de réchauffement, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de quoi que ce soit. Et quand on a l'idée qu'il avait eue que chaque Français retire, vous avez vu comment ils ont paniqué? Oui, c'est vrai. Ils ont paniqué, pourquoi? Parce qu'à la banque, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la banque, c'est de l'escroquerie. Elle prête de l'argent qu'elle n'a pas en prenant des hypothèques, en prenant les biens du peuple. Et quand les gens auront compris ça, alors c'est vrai que ça, c'est la révolution. Terrible. Mais si c'est le peuple qui le demande, tout le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tuer 66 millions de Français. Ils vont pas nous tuer tous, hein, c'est clair. Et oui, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, le système, il est fait que, on est allé, je veux dire, il faut que les gens, il faut qu'il y ait un électrochoc. Ben justement, moi je pense que ton histoire est vraiment sur notre espoir, parce que... Disons que le coedgate, je dirais que le coedgate, c'est une amplitude 9 sur l'échelle de Richter, d'accord, qui a déclenché un tsunami. Ben, toi, tu es un homme qui est face au système tout seul. On a essayé de te broyer, on a essayé de te tuer, tu es encore là. Et non seulement tu n'as pas renoncé, mais en plus tu es prêt à te battre et aller encore au-delà. Donc je pense que, quel que soit notre sentiment par rapport à dessus, je pense qu'on a tous intérêt à s'intéresser à ton histoire, à ce que ça implique pour le fonctionnement de notre vie, de nos institutions. Et au niveau personnel, justement, que tu n'as pas cédé à la résignation, au fatalisme, à la peur, et que tu es toujours en combat. Absolument. Donc, moi, à ce titre-là, je pense que c'est vraiment. Chacun devrait s'y intéresser et chacun devrait voir un peu comment il se place et se positionne par rapport à ça. Et donc, c'est cette conclusion. Et je dirais que les gens apportent, ils ont l'avenir est entre leurs mains. L'avenir est entre nos mains. On a tout pour réussir. On est le nombre. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et il ne faut surtout pas tomber dans dans la violence dans laquelle ils veulent nous faire rentrer, dans les guerres de religion, l'histoire de la guerre civile, sur la burqa et tout ça. Mais c'est ridicule. Il y avait 2000 peut-être femmes dans toute la France. On ne les remarquait même pas. Elles dérangeaient personne. Et maintenant, on fait une loi, on va faire de la publicité, justement pour faire monter le... c'est hallucinant. Le seul moyen que le système a s'en sortir, c'est non, mais c'est hallucinant. Alors, au clash, sinon le système se perpétue pas. C'est hallucinant que chacun, comment dirais-je, respecte sa religion. Il va à la synagogue, l'autre il va à la Mecque, l'autre il va... C'est normal que les gens croient à quelque chose, c'est très bien. Mais de là à stigmatiser et puis de dire on part en croisade et compagnie, mais il faut arrêter. Attendez, il faut arrêter. Le principal, c'est qu'il y en a certains qui ne sont pas dupes et qu'on essaye de déjouer leur plan, en tout cas en disant nous, on refusera cette logique.
Exactement. On refusera de s'enfermer dans cette logique de confrontation. Alors les gens, le problème c'est qu'ils disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, ça sera il faut qu'ils se prennent en main. Voilà. Prochaine vidéo. Merci Christian. Voilà. Et merci. À bientôt. À bientôt.